Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier podcast des Courbes Graciles, un nouveau podcast qui sera dédié à la littérature. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être vous demandez-vous quelle va être ma démarche dans le cadre de ce podcast. En fait, c'est assez simple, j'ai tout simplement envie de partager avec vous ma passion pour la littérature, sans pour autant être spécialiste en la matière, ainsi que mes réflexions, aussi incomplètes et imparfaites soient-elles. Et puis surtout de créer un espace d'échange. Je pense qu'on peut créer un tel espace en dehors des cercles académiques, en dehors de l'université, et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant ici. Je voudrais également mentionner Amy de la chaîne Fantastasia, que vous connaissez sûrement, qui produit entre autres un contenu littéraire riche sur sa chaîne YouTube et sur son podcast. Et en encourageant ses auditeurs à se lancer, elle m'a donné envie de créer ce podcast et j'ai envie de la remercier ici. Aujourd'hui, la thématique que j'ai envie d'aborder avec vous pour ce premier épisode est celle de la manifestation du merveilleux au sein des romans champêtres de George Sand. Portera notre attention sur une série de romans qu'elle souhaitait intituler Les Veillées du Chanvreur et que je vous encourage vivement à lire. Le chanvreur qui tisse le chanvre, comme il tisse les histoires qu'il raconte, est le narrateur de chacun de ses romans. Ces récits, qui ont pour point commun de se dérouler à la campagne, sont au nombre de 3 et ont été publiés entre 1846 et 1853. Il s'agit de La Mare au diable, de François de Champy et de La Petite Fadette. Qui est George Sand ? On ne la présente plus, je pense, sa renommée la précède. En quelques mots, il s'agit d'Aurore Dupin, qui est née en 1804 et décédée en 1876. On sait qu'elle adopta un pseudonyme masculin à l'occasion de la parution de son premier roman intitulé Indiana en 1830 pour garder l'anonymat. Elle naît de l'union d'un père d'ascendance aristocratique et d'une mère issue d'un milieu populaire, union qui est d'ailleurs désavouée grandement par sa grand-mère paternelle. Alors qu'elle n'a que 4 ans, son père décède accidentellement, ce qui la laisse entre sa mère et sa grand-mère, qui ne parviennent pas à s'accorder sur son éducation et sont en conflit. Sa grand-mère convainc alors la mère de George Sand de renoncer à la responsabilité de son éducation, contre paiement donc financier, et de l'élever à Nohant, en campagne berrichonne, dans le château familial, lieu qu'elle occupera par intermittence jusqu'à son décès. Quelque temps après le décès de sa grand-mère, à l'âge de 18 ans, elle se marie et s'installe avec son mari à Nohant. Ils ont 2 enfants, mais rapidement leur relation se dégrade. Ils se séparent et cessent de vivre sous le même toit. S'amorce alors une activité littéraire prolifique, avec l'écriture de plus d'une centaine d'œuvres diverses, de voyages, et l'entretien de correspondances, notamment avec Flaubert et Alfred de Musset. Me direz-vous pourquoi s'intéresser aujourd'hui à cette autrice si célèbre ? Alors, pour ma part, j'ai eu l'occasion de visiter il y a peu son château familial à Nohant, dans le Berry, et ça m'a beaucoup plu. Ce lieu, qui est intrinsèquement lié à son histoire familiale, revêt indéniablement une grande importance dans l'existence de George Sand, et c'est dans les souvenirs d'enfance vécus à Nohant, et dans son attachement au Berry qu'elle a puisé, vraisemblablement, l'inspiration pour écrire ses romans champêtres. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser à cette partie-là de son œuvre. Aussi, à la lecture des œuvres que j'ai mentionnées, je me suis aperçue, avec grand étonnement, de l'occurrence de certains éléments de merveilleux auxquels je ne m'attendais pas, même si les titres des œuvres finalement sont assez évocateurs. Pour autant, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en entamant ces lectures et j'en ai été très surprise. Je m'attendais essentiellement à un récit de vie de campagne, comme le fait Balzac dans La Comédie humaine, dans certains de ses romans. Or, pas du tout, on se situe dans un récit d'un tout autre genre, plus proche du conte. Dans cette première partie du podcast, nous allons nous intéresser à la parenté qu'entretient ce cycle romanesque avec le conte. Alors assez rapidement à la première lecture, on sent que ces œuvres sont proches du genre du conte, mais sans forcément pouvoir déterminer quels éléments conditionnent véritablement ce sentiment, si ce n'est peut-être une certaine naïveté et une sincérité qui est affichée par les personnages. Certains théoriciens de la littérature, tels que Vladimir Propp, pour ne citer que lui, qui ont travaillé sur la question de la structuration du conte, nous donnent des clés d'analyse. En particulier dans son ouvrage Morphologie du conte, consacré à l'étude de la structure des contes russes, Vladimir Propp démontre, à l'aide d'exemples multiples tirés du folklore russe,
que le conte prête souvent les mêmes actions à des personnages qui peuvent être différents, et leur octroie en réalité des fonctions analogues, et ce, même si le moyen qui permet à la fonction de se réaliser diffère. La structure qui se dégage, typiquement, est celle d'un personnage principal qui subit un événement malheureux et qui connaît une série d'épreuves qui le mettent grandement en difficulté. Son existence est en danger, jusqu'à qu'il parvienne à une stabilité retrouvée et établit une nouvelle vie, bien souvent plus satisfaisante. Cette structure est visible notamment dans François le Champy, qui met en scène François, un enfant abandonné par ses parents à l'assistance publique, qui est recueilli par une femme qui est intéressée par le fait, en réalité, de percevoir une rente de l'État pour son éducation. Il est élevé sans grand soin par cette femme qui pourtant, on le comprend assez vite, éprouve de l'affection pour lui. Il subit des brimades parce qu'il est un champi, donc un enfant abandonné en patois berrichon, et vit dans une grande misère avec cette mère adoptive. Il est vêtu de haillons, il est fiévreux, il n'est pas éduqué, il ne mange pas à sa faim. Et on constate assez rapidement qu'elle tente de l'abandonner elle aussi. Mais il rencontre dès la première scène du récit Madeleine, la femme du meunier du village avec qui il entretient une forte relation d'amitié et qui finit par le considérer comme son fils. Elle lui empêche même un nouvel abandon à l'assistance publique et lui prodigue de l'affection, des soins, et s'arrange même pour lui donner de la nourriture. Alors, outre cette structuration qui est assez proche du conte, comme on vient de le voir brièvement, on constate également la présence de motifs qui sont traditionnels au conte populaire. On retrouve tout d'abord des scènes d'avertissement qui sont formulées par une personne avisée, qui en fait s'avère ne pas être respectée par la suite. C'est le cas particulièrement dans La Petite Fadette, où la mère Sagette, qui est la sage-femme du village, met en garde la famille Barbeau, donc les parents de jumeaux qu'on appelle les Besson en patois berrichon, de ne pas élever ses enfants de façon identique pour qu'ils soient différents. Elle leur conseille vivement de les éduquer différemment et de ne pas les nourrir du même lait et de ne pas les habiller de la même façon. Elle leur annonce que sinon ils le regretteront. On va entendre tout de suite un extrait de cette scène. Fiez-vous à moi. Ces deux Bessons-là vivront bel et bien, et ne seront pas plus malades que d'autres enfants. Il y a 50 ans que je fais le métier de sage-femme, et que je vois naître, vivre ou mourir, tous les enfants du canton. Ce n'est donc pas la première fois que je reçois des jumeaux. D'abord, la ressemblance ne fait rien à leur santé. Il y en a qui ne se ressemblent pas plus que vous et moi, et souvent il arrive que l'un est fort et l'autre faible, ce qui fait que l'un vit et que l'autre meurt. Mais regardez les vôtres, ils sont chacun aussi beaux et aussi bien corporés que s'ils étaient fils uniques. Ils ne se sont donc pas fait dommage l'un à l'autre dans le sein de leur mère. Ils sont venus à bien, tous les deux sans trop la faire souffrir, et sans souffrir eux-mêmes. Ils sont jolis à merveille et ne demandent qu'à vivre. Consolez-vous donc, mère Barbeau, ça vous sera un plaisir de les voir grandir. Et s'ils continuent, il n'y aura guère que vous et ceux qui les verront tous les jours qui pourraient faire entre eux une différence. Car je n'ai jamais vu deux Bessons si pareils. On dirait deux petits perdreaux sortant de l'œuf. C'est si gentil et si semblable qu'il n'y a que la mère perdrix qui les reconnaisse. « À la bonne heure !» fit le père Barbeau en se grattant la tête. Mais j'ai ouï dire que les Bessons prenaient tant d'amitié l'un pour l'autre que quand ils se quittaient, ils ne pouvaient plus vivre, et qu'un des deux, tout au moins, se laissait consumer par le chagrin jusqu'à en mourir. « C'est la vraie vérité, dit la mère Sagette. Mais écoutez ce qu'une femme d'expérience va vous dire. Ne le mettez pas en oubliance, car dans le temps où vos enfants seront en âge de vous quitter, je ne serai peut-être plus de ce monde pour vous conseiller. Faites attention, dès que vos Bessons commenceront à se reconnaître, de ne pas les laisser toujours ensemble. Emmenez l'un au travail, pendant que l'autre gardera la maison. Quand l'un ira pêcher, envoyez l'autre à la chasse. Quand l'un gardera les moutons, que l'autre aille voir les bœufs au pacage. Quand vous donnerez à l'un du vin à boire, donnez à l'autre un verre d'eau, et réciproquement. Ne les grondez point ou ne les corrigez point tous les deux en même temps. Ne les habillez pas de même. Quand l'un aura un chapeau, que l'autre ait une casquette. Et que surtout, leur blouse ne soit pas du même bleu. Enfin, par tous les moyens que vous pourrez imaginer, empêchez-les de se confondre l'un avec l'autre et de s'accoutumer à ne pas passer l'un avec l'autre. Ce que je vous dis là, j'ai grand peur que vous ne le mettiez dans l'oreille du chat. Mais si vous ne le faites pas, vous vous en repentirez grandement un jour. La mère Sagette parlait d'or et on la crut. On lui promit de faire comme elle disait, et on lui fit un beau présent avant de la renvoyer. Ce type de mise en garde est présent dans de nombreux contes, c'est le cas notamment de Cendrillon de Perrault,
lorsque par exemple la fée marraine met en garde Cendrillon de rentrer du bal avant minuit. Et on sent dans ce passage qu'on vient de lire un petit peu un mauvais présage, un maléfice qui risquerait de s'abattre sur la Bessonnière, comme les villageois appellent la ferme familiale, c'est-à-dire en patois berrichon, un lieu dans lequel sont nés des Bessons, donc des jumeaux. Or, sans surprise, la famille Barbeau ne respecte pas ce conseil avisé et les jumeaux deviennent inséparables et totalement identiques. Ça aura des conséquences néfastes par la suite parce que l'un des jumeaux va très mal vivre leur séparation à l'âge d'homme. On note également que la naissance de jumeaux en soi fait jaser, c'est un événement considéré comme magique par certains et rien que le contexte suscite l'interrogation de la part des villageois. C'est le cas également dans La Mare au diable où les personnages principaux, Marie et Germain, se retrouvent devant une mare parce qu'ils se perdent au cours d'un voyage de plusieurs heures, qu'ils réalisent à cheval puis à pied. Et en passant devant cette mare, connue comme étant maléfique, les personnages affirment qu'il faut impérativement jeter 3 pierres de la main gauche dedans et faire le signe de croix, sans quoi il est certain qu'un grand malheur s'abattra sur vous. On retrouve également ce que l'on pourrait appeler un pacte diabolique, élément qui est assez fréquent dans le conte populaire. C'est le cas en particulier dans La Petite Fadette, où sont mis en scène les Barbeaux, une famille de paysans aisés, riches propriétaires terriens et parents des jumeaux Landry et Sylvinet. D'ailleurs, on constate assez rapidement dans le récit que cette famille-là est particulièrement riche parce qu'elle possède beaucoup de terres, elle a une récolte qui est assez importante et au final, on comprend assez vite qu'elle se situe en haut de la hiérarchie paysanne. On suit dans un premier temps la relation fusionnelle qu'entretiennent ces deux personnages, donc les jumeaux, ainsi que leur rupture lorsque l'un des deux est envoyé pour travailler dans une famille de paysans voisins. Ensuite, l'attention du lecteur est dirigée vers la petite Fadette, que l'on nomme aussi Fanchon ou Françoise, mais je crois que ça n'arrive qu'une seule fois dans le récit. Une jeune femme du même âge, une jeune fille plutôt, abandonnée par sa mère et élevée par sa grand-mère. Elle est connaisseuse des arts de la guérison, s'intéresse aux plantes et aux animaux, et grâce à ce qu'elle a appris auprès de sa grand-mère, elle possède une connaissance qui est assez approfondie. Sa grand-mère, la mère Fadet, qui est également sage-femme et guérisseuse, est en quelque sorte la concurrente directe de la mère Sagette qu'on a évoquée tout à l'heure, au sein du village. Au vu de ses activités et de son mode de vie, certains affirment qu'elle serait sorcière. Ce qui m'a frappé, c'est que la mère Fadet, la grand-mère, est une femme qui vit seule avec ses 2 petits-enfants. Elle est âgée, elle est laide, elle est pauvre, et elle vit de façon isolée dans une maison en lisière de forêt, qui est d'ailleurs très délabrée. Elle est consultée pour ses talents de guérisseuse, mais elle inspire également fortement la méfiance et est suspectée d'être une sorcière. De par son lien de parenté, sa petite fille, la petite Fadette, qui donne son titre au roman, l'est également. Donc c'est la figure de la vieille femme suspecte qui pratique la sorcellerie qui est dépeinte ici, ce qui correspond en plusieurs points à la représentation traditionnelle de la sorcière, telle que décrite par Mona Chollet dans son ouvrage intitulé Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Elle est sollicitée pour ses compétences médicales, respectée en quelque sorte, mais elle suscite également de la méfiance pour certains qui la soupçonnent d'avoir des activités diaboliques. Fanchon Fadet, sa petite fille, dont l'environnement familial est manifestement inquiétant, est aussi assimilée à d'autres créatures merveilleuses, comme le Fadet ou le Farfadet, que le narrateur dit être un lutin fort gentil et un peu malicieux. Le récit ainsi que la relation des personnages basculent le jour où Landry, inquiet pour son frère Sylvinet, car il est porté disparu, croise cette jeune fille dans la forêt. Il demande à la petite Fadette, dont l'apparence est décrite comme négligée, elle grimpe aux arbres, elle a un lien avec la nature qui est presque indissociable, de l'aider à retrouver son frère. Voici un extrait de cette scène. Allons, Fanchon, dit Landry en s'arrêtant. Veux-tu oui ou non me laisser tranquille, ou me dire si, de vrai, tu sais quelque chose de mon frère? Et qu'est-ce que tu me donneras si, avant que la pluie ait commencé de tomber, je te le fais retrouver? Dit la Fadette en se dressant debout sur la barre du sautoir, et en remuant les bras comme si elle voulait s'envoler. Landry ne savait pas ce qu'il pouvait lui promettre, et il commençait à croire qu'elle voulait l'affiner pour lui tirer quelque argent. Mais le vent qui soufflait dans les arbres, et le tonnerre qui commençait à gronder lui mettait dans le sang comme une fièvre de peur. Ce n'est pas qu'il craignit l'orage, mais, de fait, cet orage-là était venu tout d'un coup et d'une manière qui ne lui paraissait pas naturelle. Possible est que, dans son tourment, Landry ne l'eût pas vu monter derrière les arbres de la rivière, d'autant plus que se tenant depuis 2 heures dans le fond du Val, il n'avait pu voir le ciel que dans le moment où il avait gagné le haut.
Mais en fait, il ne s'était avisé de l'orage qu'au moment où la petite Fadette le lui avait annoncé. Et tout aussitôt, son jupon s'était enflé. Ses vilains cheveux noirs sortant de sa coiffe, qu'elle avait toujours mal attachée, et quintant sur son oreille, s'étaient dressés comme des crins. Le Sotorio avait eu sa casquette emportée par un grand coup de vent, et c'était à grand-peine que Landry avait pu empêcher son chapeau de s'envoler aussi. Et puis le ciel, en 2 minutes, était devenu tout noir, et la Fadette, debout sur la barre, lui paraissait 2 fois plus grande qu'à l'ordinaire. Enfin Landry avait peur, il faut bien le confesser. « Fanchon, lui dit-il, je me rends à toi, si tu me rends mon frère. Tu l'as peut-être vu, tu sais peut-être bien où il est. Sois bonne fille, je ne sais pas quel amusement tu peux trouver dans ma peine. Montre-moi ton bon cœur, et je croirai que tu vaux mieux que ton air et tes paroles. » S'ensuit alors une discussion sur le fait de savoir quel bien pourrait être le prix de son aide. Arrive ensuite un accord entre les deux protagonistes, la petite Fadette accepte d'aider Landry, en lui disant qu'elle ne lui divulguera pas immédiatement ce qu'elle souhaite en échange et qu'elle ira le trouver pour lui réclamer qu'il exécute son souhait dans le futur, à une date indéterminée. Landry, qui est effrayé par ses yeux ardents, il est tremblant, trouvant qu'elle ressemble à un lutin, accepte et grâce à ses conseils, il retrouve son frère. Mais il est, comme on le constate, terrifié d'avoir échangé avec la petite Fadette et d'avoir accepté son aide. Et puis surtout que finalement, il retrouve son frère et que ça fonctionne. En outre, l'honnêteté des personnages, souvent pauvres et misérables, est fortement mise en valeur, ce qu'on retrouve souvent dans le conte traditionnel, par opposition aux personnages vils, égoïstes et manipulateurs. Leurs actes de courage ont un caractère édifiant. Ils sont également travailleurs et acceptent leur labeur avec dignité et vertu. C'est le cas de la petite Marie qu'on a évoquée tout à l'heure dans La Mare au diable, de François et Madeleine dans François Champy, ou encore de Fanchon Fadet dans La petite Fadette. George Sand écrit d'ailleurs à ce sujet, dans la notice de La petite Fadette, où, outre le fait qu'elle affiche son intention d'écrire un conte, elle explique que son souhait est en quelque sorte d'adoucir les cœurs. Les allusions directes au malheur présent, l'appel aux passions qui fermentent, ce n'est point là le chemin du salut. Mieux vaut une douce chanson, un son de pipeau rustique, un conte pour endormir les petits enfants sans frayeur et sans souffrance, que le spectacle des mots réels renforcé et rembruni encore par les couleurs de la friction. Vous l'aurez compris, son objectif est de présenter les femmes et les hommes de campagne de façon vertueuse, pour inspirer optimisme et bienveillance à ses lecteurs. On retrouve également, dans le cadre de ses œuvres, des fins que l'on peut qualifier d'heureuses, ou communément appelées happy end. Les personnages attachants voient leur situation s'améliorer à la fin du récit et se voient récompensés pour leur vertu. La petite Fadette, que l'on comprend être au fond gentille et dévouée, devient à la fin du récit belle, riche et se marie à un homme qui l'aime et la respecte. Dans La Mare au diable, Germain et Marie, que tout oppose et qui ne sont pas censés se marier à cause de leur différence de richesse, finissent par s'unir dans la joie et vivent heureux. Comme on vient de l'évoquer ensemble, bon nombre de caractéristiques du conte populaire sont présentes dans ses œuvres. C'est d'ailleurs une volonté assumée de l'autrice. Et dans des contes, le merveilleux a, bien évidemment, et comme vous pouvez vous en douter, une place de choix. La sorcière rôde devant la forêt, mon fils. Elle va t'attraper. Elle te mettra à cuire dans son cochon, mon fils. Tu rôtiras tout vite. Avec son long nez et ses grands doigts crochus, mon fils. Elle va te manger. On va passer à la deuxième partie de cet épisode qui sera consacrée au merveilleux, qui se manifeste à travers la représentation des superstitions paysannes. Ces récits regorgent de croyances populaires et de superstitions, encore très présentes au XIXe siècle dans le Berry, et plus généralement dans les campagnes françaises jusqu'à une époque récente. L'autrice a vraisemblablement puisé une partie de son inspiration dans sa connaissance du folklore paysan local, notamment grâce aux veillées auxquelles elle assistait au village, étant enfant avec son demi-frère Hippolyte. Les histoires étaient racontées par le sacristain, qui jouait le rôle de conteur à l'image du narrateur de nos récits champêtres, le chanvreur. D'ailleurs, il apparaît à certains moments du récit pour le stopper net et faire des commentaires extra-diégétiques. On retrouve une figure similaire d'ailleurs chez Barbet d'Aurevilly, dans L'Ensorcelé, dont le narrateur est également un conteur. Ce chanvreur, qui est le narrateur de nos récits, s'exprime dans un style familier et oral,
pour ressembler aux histoires racontées réellement lors de vraies veillées paysannes auxquelles l'autrice a assisté. Dans Histoire de ma vie, un récit autobiographique publié en 1804, elle écrit notamment les lignes suivantes, au sujet des histoires qu'elle pouvait entendre au village. Le sacristain avait sa poésie à lui, qui jetait du merveilleux sur les choses de son domaine, les sépultures, les cloches, la chouette, le clocher, les rats du clocher, etc. Tout ce qu'il attribuait à ces rats de mystérieuses sorcelleries remplirait un volume. J'étais avide de tous ces récits. J'aurais passé la nuit à les entendre, mais ils me faisaient beaucoup de mal. Ils m'ôtaient le sommeil. En s'inspirant du folklore local qu'elle connaît, l'autrice distille au sein des romans champêtres des détails créant une atmosphère ambiguë et inquiétante, oscillant souvent entre surnaturel et rationnel. La sorcellerie et les maléfices sont souvent suggérés. En particulier dans François le Champy et La Mare au diable, dans ce dernier roman, un veuf de 28 ans, Germain, est encouragé à se remarier avec une autre veuve d'un village voisin, par sa belle famille, pour qu'une femme s'occupe de ses enfants. Pour se rendre dans ce village, jeune fille de 16 ans lui est confiée, afin qu'il la conduise dans une bergerie où elle est envoyée pour travailler. Sa pauvreté la contraint à quitter sa mère pour aller se louer comme bergère dans un village, ayant d'ailleurs mauvaise réputation. On dit qu'il est vilain, fait de landes et de marécages, et on lui dit qu'elle risque d'attraper la fièvre. Au cours de leur voyage, ils tombent sur une mare, connue pour être magique. Ils en sont désorientés et se perdent. On sait que cette mare est un mauvais endroit où il ne faut pas approcher sans jeter 3 pierres dedans de la main gauche, comme j'ai dit tout à l'heure, en faisant le signe de la croix, pour éloigner les esprits. Il arrive malheur à ceux qui en font le tour. Les personnages s'égarent longuement avant de retrouver leur chemin, et ce thème est très présent au sein de ses œuvres. On comprend par là que la cause de leur égarement pourrait bien être cette maudite mare. La petite Fadette est quant à lui le roman où, à mon sens, le merveilleux est le plus présent, de façon plus manifeste. Ce roman qui, comme je l'ai évoqué, met en scène les jumeaux de la famille Barbeau pendant la première moitié du roman, mais également la petite Fadette, Fanchon Fadet, en deuxième partie. Cette jeune fille, qui est prise pour une sorcière comme sa grand-mère, semble pouvoir contrôler les éléments comme le feu et l'eau. Elle serait même capable de déclencher un orage, comme on peut le lire dans certains passages du roman. Or, ce type de compétence ne peut bien entendu être performé que par une personne qui a des liens avec le malin. Outre l'orage, il y a une scène particulièrement marquante où Landry, l'un des jumeaux, se rend chez ses parents sur le chemin qu'il emprunte tous les jours, dans la forêt. Mais voilà, il s'enfonce de plus en plus dans un gué, c'est-à-dire une rivière que l'on peut traverser à pied. On comprend que ce cours d'eau contient plus d'eau que d'habitude alors que la pluie n'est pas tombée. Il se retrouve surpris par de la lumière qui virevolte tantôt grande, tantôt petite, et qui se trouve partout autour de lui. Il suspecte alors la présence du follet, et se trouve effrayé. Qu'est-ce que le follet, me direz-vous ? Il s'agit tout simplement du feu follet, c'est-à-dire une lueur qui voltige la nuit sur les marais ou à proximité des cimetières, et qui est produit par l'inflammation de gaz, de matière organique en décomposition. Il est considéré comme la manifestation d'un esprit en lien avec le diable, et il égare les gens qu'il rencontre. C'est une figure très présente d'ailleurs dans la culture populaire. La petite Fadette vient alors à son aide, lui qui est perdu et qui ne trouve plus son chemin, grâce à une petite chanson qu'elle chante souvent, comme une conjuration au follet, pour le maîtriser et le dominer. Nous allons entendre un extrait de cette scène où Landry, l'un des Besson, est effrayé par cette fameuse lumière. L'eau était bien froide, et il resta un moment à se demander s'il reviendrait sur ses pas, car la lumière lui paraissait avoir changé de place, et mêmement, il la vit remuer, courir, sautiller, repasser d'une rive à l'autre, et finalement se montrer double en se mirant dans l'eau, où elle se tenait comme un oiseau qui se balance sur ses ailes, et en faisant entendre un petit bruit de grésillement, comme ferait une pétrole de résine. Cette fois, Landry eut peur, et faillit perdre la tête. Et il avait ouï dire qu'il n'y a rien de plus abusif, de plus méchant que ce feu-là. Il se faisait un jeu d'égarer ceux qui le regardent, et de les conduire au plus creux des eaux, tout en riant à sa manière et en se moquant de leur angoisse. Landry ferma les yeux pour ne point le voir, et se retournant vivement, à tout risque, il sortit du trou et se retrouva au rivage. Il se jeta alors sur l'herbe et regarda le follet qui poursuivait sa danse et son rire. C'était vraiment une vilaine chose à voir. Tantôt il filait comme un martin pêcheur, et tantôt il disparaissait tout à fait. Et, d'autres fois, il devenait gros comme la tête d'un bœuf, et tout aussitôt menu comme un œil de chat. Et il accourait auprès de Landry, tournait autour de lui si vite qu'il en était ébloui, et enfin, voyant qu'il ne voulait pas le suivre, il s'en retournait frétiller dans les roseaux, où il avait l'air de se fâcher et de lui dire des insolences.
Landry n'osait point bouger, car de retourner sur ses pas n'était pas le moyen de faire fuir le follet. On sait qu'il s'obstine à courir après ceux qui courent, et qu'il se met en travers de leur chemin jusqu'à ce qu'il les ait rendus fous et fait tomber dans quelque mauvaise passe. Il grelottait de peur et de froid lorsqu'il entendit derrière lui une petite voix très douce qui chantait. Fadet, fadet, petit fadet, prends ta chandelle et ton cornet, j'ai pris ma cape et mon capet, toute follette à son follet. Comme on le constate ici, le feu follet terrifie le personnage de Landry, mais il faut savoir également que l'intervention de la petite Fadette également. Même si grâce à elle, il retrouve son chemin. Il se méfie de la petite Fadette alors même qu'elle l'aide à plusieurs reprises. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début du récit, elle est pauvre, laide, habillée de guenilles, et prononce de mauvaises paroles à l'encontre des personnes qu'elle croise parce qu'elle est méprisée par eux. Mais progressivement, elle passe de sorcière à bienfaitrice aux yeux des autres, presque une sorte de fée. Elle change d'apparence physique, change de discours et prononce dorénavant de bonnes paroles, jusqu'à être respectée pour ses dons de guérisseuse, que l'on nomme remégeuse dans le Berry. Activité qu'elle exerce grâce à l'amour du bon Dieu et de son prochain, dit-on, et aux connaissances en herbes médicinales apprises auprès de sa grand-mère. Elle apparaît même comme ayant des dons que l'on peut qualifier de thaumaturgiques, parce qu'elle performe des miracles. Elle parvient à soigner en apposant ses mains, comme si elle pratiquait la magie blanche. On dit même qu'elle charme la maladie. Elle va également briller par ses dons de parole et d'éloquence, lui permettant de guider son prochain vers le salut. Maîtrisant l'art oratoire ainsi que la nature, et ayant bon cœur, elle parvient à guider son prochain et se transforme davantage en fée qu'en sorcière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a toujours été ainsi, elle a toujours eu bon cœur, elle a toujours fait preuve de bienveillance envers les animaux, d'ailleurs, qu'elle n'aime pas faire souffrir. Mais c'est la perception des autres qui évolue et qui commence à la traiter différemment. En tous les cas, ce qui m'a frappé, c'est que les scènes ambiguës où les limites de la rationalité sont défiées, et où l'on craint avec les personnages les événements surnaturels, sont extrêmement bien menées. Le réel et le féerique sont réunis pour donner à voir, comme George Sand l'écrit dans son ouvrage Légende rustique, ce poème sans nom de la fabulosité ou merveillosité universelle, dont les origines remontent à l'apparition de l'homme sur la terre et dont les versions, multipliées à l'infini, sont l'expression de l'imagination poétique de tous les temps et de tous les peuples. Cette merveillosité, qui est particulièrement bien menée par l'autrice, tient à ce qu'elle conjugue de façon convaincante merveilleux et réalisme pour vraiment rendre ça vraisemblable. Elle cultive le réalisme en quelque sorte grâce aux références au lieu du récit. Le lecteur ne se trouve pas dans un flou total quant à la géographie, l'utilisation du patois, qui est réellement utilisé dans les campagnes à cette époque, ou encore les commentaires assez intéressants qui sont prononcés par certains personnages qui craignent les manifestations surnaturelles, comme le feu follet, mais on nous dit tout de suite après nous avoir raconté quelles étaient leurs angoisses, qu'ils se moquent également de leurs propres craintes, les trouvant peu vraisemblables. Comme on vient de le voir, structure, motifs et merveilleux permettent d'affirmer que ces récits sont bel et bien des contes, parce qu'ils en utilisent tous les codes, mais ce n'est pas tout. Dans cet ensemble de récits champêtres, George Sand documente d'une certaine façon les coutumes paysannes qu'elle connaît bien et auxquelles elle est attachée, et nous permet en tant que lecteur de pénétrer les croyances et les superstitions qui sont profondément ancrées dans ces campagnes. Ces récits ont vraisemblablement valeur de témoignage de ce folklore rural qui, au XIXe siècle, disparaît avec l'essor de la modernité, des sciences et de la ville. Elle diffuse également ce témoignage aux Parisiens dont le mode de vie est éloigné de celui des campagnes. Elle l'adapte spécialement à ce lectorat en restant mesurée dans ses allusions aux superstitions et ira jusqu'à modifier le nom du roman La Petite Fadette qui devait s'appeler initialement Les Bessons pour ne pas utiliser de termes en patois berrichon et susciter la moquerie. On comprend également que le souhait de l'autrice est de dépeindre un univers champêtre, idéalisé par certains aspects, pour procurer au lecteur, comme elle l'écrit, un soulagement passager, les sortilèges étant rapidement annihilés au profit de la lumière divine et de la bonté des hommes.
Outre l'hommage qu'elle fait au conte de son enfance, en ménageant une place à ses croyances populaires, le lecteur fait l'expérience du merveilleux, comme les personnages, et partage le doute qui les habite quant aux manifestations surnaturelles, parce qu'elles se fondent harmonieusement dans un contexte réaliste. Mais ce doute, qui fait partie intégrante du récit, remet en question notre perception du monde. A-t-on perdu, nous, lecteurs, notre capacité à voir le merveilleux dans notre quotidien? Avec George Sand, on en vient à la conclusion que le merveilleux est omniprésent, partout autour de nous, et spécifiquement dans la nature. En ce sens, le surnaturel ne peut véritablement exister. J'espère que ce premier podcast vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir George Sand. Sachez également qu'en dehors de ses œuvres que j'ai citées, elle a écrit bien d'autres livres sur cette thématique du merveilleux, dans un cadre champêtre. C'est le cas notamment du château de Pictordu pour ne citer que lui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette autrice ainsi que sur ce premier numéro du podcast sur mon compte Instagram Les Courbes Graciles. Je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt. Connaissez-vous la chante sorcière?